Il n'est pas simple d'être historien quand on écrit l'histoire d'où nous avons été nous-mêmes témoins. Il n'est pas simple d'être historien lorsqu'on écrit l'histoire de ce que fut la France et le monde au crépuscule des années 2010 et à l'orée de ces si cruelles années 2020. Par où commencer? Quel bilan tirer? Quel récit faire d'événements si multiples? On n'a pas aidé une ambiance sociale qui n'est plus, quand bien même on l'a connue. Quelle ambition donc de prétendre pouvoir rendre à nouveau contemporain un temps passé. Mais notre présent est né de cette époque trépidante. Et à vrai dire, quelle sera même l'histoire que l'on écrira sur notre temps, froid et poussiéreux? Que dira-t-on de cette année 2091? Moins de choses. Il est probable. La pluie nous accompagne aujourd'hui, mais ce n'est pas l'intempérie que nous redoutons le plus. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Si jamais on m'avait dit qu'un jour j'aurais des ennuis à cause du Kadhafi. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Le champagne, ça me donne mal à la tête. On met un peu de lien dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Au long des années 2010, l'histoire semblait s'être mise en marche, mettant fin, un coup après l'autre, au long hiver des consensus. Il semblera étonnant aujourd'hui, pour ne pas dire comique, que l'on pronostiquait encore sérieusement dans les années 1990 une fin de l'histoire. Et pourtant, en effet, rien n'allait de soi pour des hommes qui, de 2005 à 2025, redécouvrirent le tumulte et l'incertitude des temps tempétueux. Faut-il faire la liste? Une crise financière, des attentats, une insurrection populaire et, car c'est là que va commencer notre récit, une pandémie mondiale aux effets considérables. Tout cela traversé par une agitation sociale, s'intensifiant jusqu'à la permanence, une flambée des autoritarismes et des nationalismes. Symptomatiquement, ce fut une menace invisible, un micro-organisme imperceptible à l'œil nu, un coronavirus, qui porta le coup le plus décisif. Ce qui deviendra une pandémie partit ainsi de Chine, et comme il n'y a pas de frontière par les miasmes, elle parvint bientôt en Iran, en Corée du Sud et surtout en Italie. En Occident, le déni qui avait prévalu pendant 2 mois, de janvier à mars, conduit à un vrai choc, lorsque le virus se développa en Europe et qu'il fallut prendre des mesures concrètes et bientôt radicales. On a un temps de retard depuis le début. On a en gros, 15 jours de retard, et ces 15 jours, on ne les rattrapera pas. Et nos confrères qui sont à Strasbourg, qui sont dans l'Est, qui sont à Mulhouse, aujourd'hui, vivent une situation extrêmement difficile. Et quand je dis extrêmement difficile, je veux dire par là qu'ils donnent tout. Et toute la question, c'est de se demander combien de temps on peut durer quand on donne tout. Actuellement, on est totalement démunis, il faut quand même le dire. Il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection, on n'a rien. La veille encore de mettre en place le confinement total, certains ne s'étaient pas inquiétés de déblatérer sereinement, comme à l'ordinaire, leurs inepties sur un sujet aussi délicat. L'habitude, sans doute. Des commentateurs de salon. Le président de la République veut rassurer. Oui, mais le seul fait qu'il apparaisse à la télévision donne l'impression, comme on l'a vu avec Trump, avec Conté, que c'est grave, puisque le président nous parle. 2200 personnes atteintes, 0,003% de la population. 50 morts, 0,00007%. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Regardez ce qui se passe. Regardez Mulhouse. Regardez Wuhan, Carry-le-Rouet. Vous avez tous vu les informations. On met pendant une quatorzaine, on met les personnes à l'abri. Elles viennent de Wuhan, du centre de l'épidémie épouvantable qui va tuer tout le monde. Et on les met 14 jours ensemble. Ils sortent tous guéris. Mulhouse, 2000 personnes vont répandre le... Ils ne sont pas guéris, ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas infectés. Je trouve qu'on est quand même dans un... Qu'est-ce que je vais dire? Dans un système de précaution qui me semble quand même absolument drastique. Et un petit exagéré. Peu exagéré parce que, alors je me dis, il y a eu de très mauvaises grippes. Je reviens à la grippe parce que finalement le coronavirus c'est un peu, on va dire, une très mauvaise grippe. Des médecins de télévision. Et vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non seulement, je suis absolument pas inquiet. C'est un virus de plus. C'est, comme on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet je suis pas inquiet pour moi parce que je suis en bonne santé et que je fais pas partie des cas les plus graves, même si je suis infecté. Ça fait partie de la vie, ce virus. Donc je suis pas particulièrement inquiet. Il y a des gens qui meurent quand même. Oui, il y a des gens qui meurent de Comme ça. Il y a de des gens qui meurent de la normale. grippe. Il y a des gens qui meurent. Vous savez, parfois dans certaines années, on a entre 8000 et 10 000 morts par an de grippe. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que quelqu'un est contaminé ou meurt de la grippe, on fait une dépêche AFP? Imaginez un peu le nombre de dépêches qu'on aurait. Des membres du gouvernement.
L'Italie, il y a quelques semaines, a pris des mesures. Je pense par exemple au contrôle des températures à l'arrivée de vols en provenance de zones à risque qui n'ont pas permis d'enrayer l'épidémie. Nous n'avions pas pris ce type de mesures. En termes de risque pour la France, les analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Demander son avis à une animatrice et un cinéaste sur une pandémie mondiale, c'était ça aussi, le charme de la télévision française à cette époque. Mais conclusion, c'est donc en moins d'une semaine que l'on passa, au plus haut niveau d'officialité de la parole publique et médiatique, d'un discours d'apaisement au ton grave et solennel des moments d'histoire vécus comme tels. Des complications juridiques contraignirent même, dans l'urgence, à maintenir le premier tour des élections municipales, le 15 mars 2020, logiquement très contesté, au vu d'une abstention qui monta à 54%. Le comportement du gouvernement ne fut pas sans être pointé du doigt. Il fut révélé que, dès janvier, la ministre de la Santé avait averti du danger aussi bien le Premier ministre que le Président, ce qui n'empêcha pas celle-ci de quitter son poste le 17 février pour prendre la tête de la liste du parti présidentiel pour les municipales parisiennes, après la chute du pressenti, englouti dans une sombre affaire de vidéos pornographiques. Encore aujourd'hui, il reste difficile de dire à quel point le pouvoir avait laissé traîner la situation pour légitimer, le moment venu, les mesures les plus radicales. Dans ces conditions, une grande partie de la population devait mettre quelques jours avant de prendre elle-même la mesure des événements. De la télé jusqu'au bar et au parc, à la veille du confinement généralisé, du haut vers le bas, le « ce n'est qu'une grippette » fit des ravages d'inconscience avant de devoir se dissiper très vite. Messieurs, en direct de Charenton tout de suite. En France, des moyens militaires sans précédent sont actuellement déployés contre le coronavirus. Ce fut le mardi 17 mars que militaires et policiers commencèrent à se répandre dans les rues pour faire respecter le confinement total. Le bruit courait déjà depuis quelques jours, très certainement sciemment répandu, comme l'ont avancé plusieurs historiens avant moi, pour préparer l'opinion. L'annonce officielle en avait été faite la veille au soir, le 16 mars, par le président de la République. Prenant un ton désormais martial et grandiloquent, il s'agissait de renforcer la surveillance et l'autorité de l'exécutif. 100 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout dans le pays pour faire respecter les règles. Chacun doit circuler avec ses documents dérogatoires qui autorisent des déplacements pour des motifs très précis. Mais en ce deuxième jour, les Français sont-ils suffisamment disciplinés ? Aujourd'hui, on est quand même dans un processus d'information et de pédagogie. Évidemment, si on a des gens de mauvaise volonté ou des récidivistes, on verbalisera son problème. Les explications consistèrent à rejeter la faute sur l'irresponsabilité des individus, qui devait donc nécessiter l'application de procédures exceptionnelles. Or, ces explications eurent lieu quelques jours seulement après l'annonce des premières mesures de fermeture, précédées par plusieurs semaines de déni. De manière systémique, durant tout le mois qui précéda, la population française ne fut aucunement conditionnée à prendre le virus au sérieux, et surtout à s'y préparer. Il eut beau jeu ainsi de critiquer hypocritement les personnes qui, dans le week-end du 14 et 15 mars ou après, se crurent bien avisées de prendre un dernier moment de soleil et de socialisation. Éthiquement, le libéralisme et l'individualisme devenaient soudainement suspects. On faisait appel à la solidarité et la mobilisation générale, en caressant dans le sens du poil services publics de santé et régimes de sécurité sociale. Car, dans le même temps, les économies s'effondraient et une crise financière mondiale éclatait, ouvrant la boîte de Pandore. Le changement de discours était total. Donc faites-moi confiance, il y aura des moyens, mais mettre des moyens sans faire les choses pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Nous devons aussi aux soignants la garde de leurs enfants. Un service minimum de garde est en place depuis ce jour dans les crèches et dans les écoles. Nous leur devons aussi sérénité dans leurs déplacements et repos. C'est pourquoi j'ai décidé que dès demain, les taxis et les hôtels pourront être mobilisés à leur profit. L'État paiera. Il fallait le concours de tous pour soutenir le moment de la débâcle, ce qui, comme nous le savons, n'engagea rien sitôt ce moment passé.
D'autant que cette crise faisait suite à des années de rigueur budgétaire dans les services de santé. Quelques semaines avant encore, infirmières et médecins étaient en grève. Une grève symbolique, mais massive. Les moyens des services de santé étaient la donnée déterminante d'une crise sanitaire historique qui n'était pas étrangère aux politiques qui aux États-Unis, qui dans l'Union européenne, qui en France, qui dans une grande partie du monde, les avaient rendus exsangues. Et qui, de manière générale, avait restreint les assurances collectives vis-à-vis des risques de la vie et ouvert loi du marché les dimensions vitales de l'existence. En France, une des conséquences immédiates de la pandémie fut la mise en suspens des projets gouvernementaux, dont la très contestée réforme des retraites, qui venait de donner lieu à 3 mois de grève et d'agitation sociale, et à laquelle on ne devait désormais plus porter qu'un très vague intérêt. Et l'économie ne fut pourtant pas délaissée. Le gouvernement refusa de s'engager trop contre les entreprises, et de nombreuses firmes tentèrent de maintenir leur activité malgré les risques pris par les travailleurs. Là où ils le pouvaient, ceux-ci s'organisaient par la grève ou exerçaient leur droit de retrait. Géopolitiquement, les ententes internationales furent sérieusement éprouvées. La division au niveau européen fut mise à nu, consacrant la faiblesse croissante de l'Union européenne. Ce fut la Chine, et non pas l'Europe, qui aida l'Italie, l'Espagne, la Belgique et la France en y dépêchant des dizaines de tonnes de matériel médical, dont des millions de masques de protection et des experts scientifiques. Ce ne fut que pour fermer ses frontières extérieures que l'Union européenne se coordonna. À l'opposé de la Chine, les États-Unis prônèrent une politique isolationniste, en fermant leurs frontières à tous les voyageurs européens et en prenant prioritairement des mesures économiques intérieures. Dans toutes les bouches, dans toutes les conversations, celles qui subsistaient encore, il n'était plus question que du virus. Et, le temps passant, la méfiance grandissait contre une menace invisible. On rentra ainsi dans le confinement, dans l'obsession croissante de la maladie. Et la présence de plus en plus récurrente de masques dans la rue suffit, avant l'arrivée des policiers et des militaires, à attirer l'attention des plus désintéressés. En une semaine, chacun ou presque ressentit le basculement du monde. France, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, États-Unis, Amérique, bientôt Europe de l'Est et Afrique, le choc serait mondial. Partout, le monde se résignait à se mettre en pause. L'espace de quelques mois, on rentrait comme en hibernation. Tout ralentissait. On se réappropriait son temps, on apprenait à s'ennuyer. On travaillait à reconsidérer la contingence de son existence. Dans tout cela, chacun avait cru tenir fermement son avis sur la question. Mais il s'était agi surtout de se raccrocher à son monde. Au fond, les mouvements d'opinion face à la pandémie furent assez homogènes et mimetiques. Chacun, surtout, avait peur de se retrouver seul face à soi. Car concrètement, devant la mort ou l'inertie, à quoi sert tout ce à quoi nous consacrons une vie ? En fait, ça sert à rien. Ah. Du coup, ça nous renvoie à notre propre utilité. L'homme face à l'absurde. L'histoire, plus encore que lors des grands événements antérieurs, était invoquée. C'est ce qui faisait ce moment si rare, si extraordinaire. Mais dehors, la nature, en quelques jours à peine, semblait reprendre de ses droits. À Venise, l'eau, plus troublée par les passages frénétiques des bateaux de touristes et leur pollution, devenait plus claire. Et à Cagliari, en Sardaigne, les dauphins osaient maintenant s'approcher jusqu'au bord des quais du port. Ah, quelle époque!